bonjour Jean Lassalle. Bonjour. C'est un immense honneur que vous accordez à notre modeste média de réinformation. Mais vous savez, les petits ruisseaux, notamment le petit ruisseau qui passe à Lourdios-Lichère, va alimenter va alimenter évidemment de plus gros cours d'eau. Et c'est un petit peu l'idée de base de ce média enraciné et régional qui est Burdiga la Presse. Alors, Jean Lassalle, on ne vous présente plus. Je pense que vous êtes connu, si j'ose dire, comme le loup blanc. Simplement, je voulais vous demander un petit peu à propos de la crise agricole que nous vivons, qui est une crise extrêmement importante. Et comme vous êtes à la fois un philosophe, un poète et un praticien de toutes ces arts, prendre un petit peu de hauteur et l'analyser dans sa signification pour laquelle j'y vois une crise identitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à ce sujet? Quelle est votre analyse? Alors d'abord, bonjour et merci, très cher Alain, d'avoir pensé à moi une nouvelle fois. Nous avons de très beaux souvenirs ensemble. Alors la crise, elle est finie. Je pense qu'elle s'est achevée cette nuit. Alors, est-ce qu'elle va reprendre sous une autre forme? Je n'en sais rien. Mais le plus difficile pour le gouvernement, c'était de rebrancher la FNSEA et les jeunes agriculteurs avec les manifestants. Bon, ça n'a pas été totalement réussi, mais suffisamment pour que la FNSEA puisse apparaître comme un interlocuteur crédible. Et puis ensuite, il restait les attardés, si je veux dire, du syndicat, comment il s'appelle là, le dernier Coordination rurale. La coordination rurale, qui je n'avais pas tout compris et qui ont pensé que l'occasion était venue de se faire connaître un peu plus, et puis surtout, parce que je crois que eux y croient, vraiment, ils viennent de prolonger le mouvement et de l'amplifier pour qu'on commence en fait à poser des dossiers sur la table. Malheureusement, la FNSEA ayant à nouveau tout verrouillé avec le gouvernement, je pense qu'on a dû prendre les 3 ou 4 leaders qu'on avait bien ciblés, les 3 ou 4 leaders de la coordination rurale, et cette nuit, on a dû enregistrer leur reddition en leur présentant 3 ou 4 petits dossiers où ils avaient peut-être, comme chacun d'entre nous, été un peu léger, peut-être. Ils pourraient faire un grand bruit si ça se savait. Oui. On leur a fait toucher du doigt leur extrême isolement. Le gouvernement était obligé d'aller vite parce qu'il ne pouvait quand même pas se permettre de multiplier des images de tracteurs contre des chars d'assaut de la gendarmerie. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, ce pays, d'autant que j'ai vu les médias, on en est déjà appelé les gullis et les philosophes pour tirer des enseignements exactement les mêmes de ce que l'on a tiré à l'issue des Gilets jaunes. Alors ça, c'est pour moi le premier élément. Alors, excusez-moi de vous interrompre un moment. Donc, d'une certaine manière, vous pointez quand même une lourde responsabilité, la FNSEA, dans une certaine complicité, si j'ose dire, avec le gouvernement, puisque ce qui est d'ailleurs ce que j'ai pu constater au cours de ma carrière, à savoir que la FNSEA a toujours été, d'une certaine manière, une courroie de transmission du pouvoir, quel qu'il soit. Oui, et c'est d'autant à la fois plus douloureux pour moi comme pour mon frère, qui est lui toujours berger, parce que nous sommes des FNSEistes. Nous l'étions dans notre jeunesse, nous l'avons été, voilà. Et
c'est même pas, si je peux dire, la faute de la FNSEA, dans le fond. Ils sont tombés comme nous, avant, 10 ans avant, je ne sais pas, comme nous, l'élite politique, avant l'élite médiatique, dans les NAS de ce nouveau système, doté d'une bureaucratie plus féroce encore que celle de l'Union soviétique, efficace, et à laquelle on peut difficilement échapper. Et c'est pas la faute à un tel ou un tel, c'est une immense, comment je devrais dire, perte de repères, comment je devrais dire, d'ensemble. Oui, oui. Et, comme on disait chez nous, il n'y en avait plus un pour relever l'autre. Alors oui, alors c'est un peu, si je lis entre les lignes, c'est un petit peu désespérant ce que vous nous dites, cher Jean, parce que finalement on se rend compte que cette réaction qu'il y a eu, qui a été quand même assez à la fois forte et bien coordonnée, et quand même d'une très haute tenue, finalement s'est embourbée un petit peu comme dans des sables mouvants, dans le marigot du système. C'est-à-dire que et c'est un petit peu ce qu'on constate aussi sur le plan politique, hein, ou dans lequel vous êtes impliqué. Et contre lequel vous vous battez d'ailleurs avec la dernière énergie. Alors, on est face à un marigot, un système qui est à la fois verrouillé, si j'ose dire, excusez-moi du terme, verrouillé et vérolé, hein, si vous me permettez ce jeu de mots. Alors, le fait de faire un constat un peu, comment je devrais dire, tel que je viens de le faire, n'est pas forcément un signe de désespoir. Parce que on a tellement pris l'habitude de transformer les reculades en formidable victoire, qu'au fond, on ne sait plus quand est-ce qu'on perd ou qu'on gagne au juste. Il faut vraiment pratiquer encore, jouer un vrai match sur les 80 minutes pour savoir à la fin si on a perdu ou gagné. Il faut encore vivre 24 heures sur une exploitation. Oui. Pour ceux qui parviennent encore, Voilà. vivre, je ne sais quoi, passionnément sa vie en se disant qu'elle est loin d'être finie et qu'après, on a le reste pour se reposer. Mais pour illustrer maintenant ce que je viens de dire, j'ai entendu parler de cette affaire un matin au petit déjeuner, alors que je m'apprêtais à rester en famille, après 8 ou 10 jours d'escapade à travers la France, pour aller voir départements, régions et communes. Et je pensais nulle part aller ailleurs, puisque en plus, comme j'avais un pneu qui avait explosé 8 jours avant, et que le garagiste n'avait pas eu le temps d'en faire venir d'autres, j'étais avec une galette. De la galette, c'est ce qu'on met sur la roue de la voiture. Mais elle est fine. Donc, il fallait que j'aille à Carbone, à 400 km, avec une galette. Bon, j'y suis parti. Et je me suis arrêté à Séméac, dans les Hautes-Pyrénées, où il y a une manifestation, j'ai été très bien accueilli. Bon, j'ai vu une fois encore que les agriculteurs n'avaient pas l'habitude de manifester trop, ils étaient un peu intériorisés, quoi. Et puis, quelques vannes, et puis un peu de bonne humeur, mêlé au café. Ça relancé à Carbone, c'était pareil. Quand je suis arrivé, on m'a dit, écoute, on veut pas que notre mouvement soit récupéré, on est très content de toi. Ils m'ont applaudi en arrivant, hein. Mais
ne fait attention aux télé, etc. Moi, je dis, vous risquez rien. Il n'y en a aucune qui va m'interviewer. Ou alors, si elle m'interviewe, elle ne sera strictement rien. Vous ne risquez rien mais c'est même pas la peine que vous leur donniez l'impression que je me fâche avec elle. Laissez faire et regardez, puisque vous relayez ceux qui font le jour et ceux qui font la nuit, vous allez regarder ce soir les journaux et vous me direz combien de fois vous avez vu. Voilà, Oui, comme vous avez vu. oui, c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pensé à vous, parce que c'est un sujet sur lequel vous avez quand même une certaine pertinence, et on ne vous a pas vu, et je me suis dit, tiens, je vais quand même demander à Jean Lassalle un petit peu son avis sur la question. Alors, je Attends, reviens. je finis, hein. Oui, pardon. Il était 4 jours de suite, quand même. Bon, le Oui, dernier, il y avait tout le monde. Il y avait BFM TV, il y avait CNews, il y avait France 2, il y avait France Inter, il y avait enfin, les grands, parmi les plus grands. Et ils m'ont tous interviewé. Mais là, les amis que j'ai trouvés étaient vraiment persuadés qu'on allait voir du genre Hassan partout. Non, on a vu que, comment il s'appelle là, le jeune candidat du Rassemblement national, là, aux européennes, Bardella, euh, Bardella. c'est là, oui, parce qu'il était venu dans vers la pointe du Verdon, je ne sais où, et que du coup, il n'était pas trop loin. Donc, on lui avait demandé son impression à lui sur la journée, donc c'était surtout lui. Voilà, donc là, ils ont compris que je parle ou que je parle pas, c'était à peu près pareil. Ils ont vu aussi que c'était les mêmes d'entre eux qui étaient interviewés. Et quant à moi, j'ai vu, c'était peut-être l'élément qui m'a le plus frappé, qu'on était vraiment assez peu nombreux. Assez peu nombreux, oui. On n'était pas nombreux. J'ai fait tellement de manifestations dans ma vie, notamment Oui, agricoles. Mais c'est normal parce qu'on est déjà 4 fois moins nombreux qu'il y a 10 ans. oui, Donc, cette cadence, on est plus nombreux. bien Comme sûr. statistiquement, c'est toujours le même nombre qui va aux manifs et le même nombre qui n'y va pas, donc on a quand même grandeur nature. Il était évident que, comme d'habitude, on sentait des participants plutôt très mal à l'aise. C'était Des primo manifestants. les plus propres sur eux et peut-être parfois les mieux habillés. J'y ai même vu d'autres chapeaux. Et voilà. Et puis ensuite, avant, on aurait vu le reste, quoi. Mais là, j'ai vu des restes, c'est-à-dire euh, plusieurs petits groupes qui, au fond, avaient été coupés comment je devrais dire, comme un verre, quand tu fais ton jardin, si tu as des verres très longs, et puis tu fous un trou de bêche, et tu as 8 ou 9 petits bouts de verre qui bougent tous, et le soir, ils se sont tous éteints, après que tu aies eu une illusion que tu avais multiplié les verres de terre. Voilà. Alors, j'ai vu Alors, ça, j'ai vu, malgré tout, qu'il y avait quelque chose qui restait. Et c'est ce qui m'a fait dire, au seul interview qui est passé, je crois, au niveau de la dépêche, il m'a dit qu'est-ce que vous pensez. J'ai dit, je suis très triste de voir à quoi nous sommes réduits. À quoi on est réduit la première agriculture du monde, parce qu'elle le fut, plus fort encore que les États-Unis. Et avec leur nombre, et puis leur savoir-faire, leur imaginaire, leur territoire, à nul autre oui, pareil. alors, Attends, oui, juste. Et en même temps, je suis très heureux et gai de voir que ces hommes au bord du précipice, qui regardent la corde,
avec son béant pour les matins, trouve encore la force de se manifester, et de se manifester avec, je devrais dire, bonne humeur, et surtout une très grande convivialité. Voilà, donc j'ai ressenti tous ces sentiments multiples et divers, et je suis un peu triste que ça se termine déjà. Bon, il y a peut-être y avoir le sursaut, mais ce n'est que partie remise parce que notre pays ne peut pas se remettre s'il ne met pas tout ça un jour à plat. Alors, justement, mais je reviens un petit peu sur mon idée fixe. Pardonnez-moi. Vous avez, je me souviens, donc fait une marche à pied au travers de la France, où vous aviez ramené donc une estimation de de cette inquiétude identitaire de la France. Et est-ce qu'il ne vous semble pas que malgré tout ces manifestations de paysans, parce que ce sont des paysans véritablement enracinés, qui sont attachés à leur terre, qui sont attachés à leur terroir et à leur tradition, etc. Par rapport, on a pointé du doigt le président le président de la FNSEA, qui n'est pas du tout un agriculteur en définitive, puisque c'est plutôt enfin, c'est ce qu'on appelle maintenant un agri-manager, hein, qui est plus intéressé par le commerce international, hein, puisqu'il est président du groupe Avril, qui est donc des biocarburants, etc. Et il y a quand même, me semble-t-il, cette jacquerie, si on peut dire, hein, bon enfant, certes, vous l'avez décrite, mais il y a aussi, ça oppose deux conceptions d'agriculture. Une agriculture qui a permis jusqu'à présent à la France, comme vous l'avez souligné, d'être une des premières puissances agricoles mondiales, et qui, sous les coups de boutoir d'une certaine conception de l'agriculture va finir par un déracinement, puisque à partir du moment où toute cette catégorie de paysans aura disparu, ce sera l'âme de la France qui aura disparu. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même là le nœud du problème? D'abord, un petit mot pour le président de la FNSEA pour atténuer un petit peu quand même la responsabilité sur laquelle tout le monde devrait se dire. Le constat, c'est celui que vous avez dit. C'est un grand manager d'entreprise. Mais dans l'état actuel des choses, avait-il le choix? Oui, il pouvait faire comme moi. Depuis 15 ans ou 20 ans, quand j'ai compris ce qui se passait, rentrer en opposition avec le système. Mais il faut voir ce qui m'est arrivé à moi. Oui. Et la saliser vers le premier groupe, la saliser, je la salise, tu la salises, il est la salisé. On ne voit plus d'une part. Et deuxièmement, si lui ne l'avait pas fait, ça aurait été un concurrent encore plus affreux à ses yeux qu'il aurait fait. Et il n'aurait peut-être même pas été français. Donc ça aurait fait des parts d'économie perdues pour ce que l'on croit être l'économie du pays et qui n'est plus une économie complètement surréaliste. Je dis ça. Oui. Donc ça c'est bon. Alors la crise identitaire, eh bien, c'est exactement ça. Ce que j'ai vu et ce que chacun a constaté, c'est un petit peu la recherche d'une France momentanément perdue. Et, momentanément. momentanément perdue, et c'est pas perdu de vue d'ailleurs. Alors, cela engendre le plus profond comment je devrais dire, des signaux
qui nous sont renvoyés. Mais il y a à l'intérieur une immense souffrance. Il y a un stress permanent qui a gagné aujourd'hui quasiment chacune et chacun d'entre nous, et il n'est pas utile forcément d'être paysan ou agriculteur pour les élever. Bien sûr. Il y a d'immenses solitudes, parce que tout ce qui a fait société, tout ce qui a fait groupe, tout ce qui a fait organisation, tout ce qui a fait tout simplement le bonheur d'être français, d'appartenir à ce grand et magnifique pays, d'être un citoyen du monde, d'être un citoyen tout court. Tout ça, c'est perdu. Et c'est à la recherche de cela que ces vertus, ces derniers combattants, debout, je dirais ces derniers résistants du moment, parce que je pense qu'il y aura autre chose. Et je le dis très librement en tant qu'homme, parce que je n'ai pas été crucifié, je n'ai pas été résurrectionné, j'ai une vie d'humain humain, je ne suis pas venu même Dieu, je vis une vie d'homme, donc j'y crois d'une manière humaine. Je pense que on a une très très mauvaise passe qui a commencé il y a très longtemps. Je l'ai décrite dans mon premier livre il y a 30 ans. Et vous avez eu la gentillesse, cher Alain, de me rappeler non pas mon Tour de France à travers, c'est mon Tour de France tout court. Tour de France, oui. Oui. Monter de Paris à Dunkerque pour voir où étaient mes jambes, 400 km. Et je suis parti de Dunkerque et je suis revenu à Paris après m'être tapé tout le reste. Mais le Tour de France, 6 km en 9 mois, en costard-cravate et en rencontrant dans la journée les villes, les campagnes, les villages et la nuit, les banlieues. C'était pas il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Il y a 10 ans. 10 ans, c'est ça. Il y a 10 ans. Et j'ai été suivi à l'époque par toutes les télés, tous les journaux de France. Après un moment de surprise, ils ne savaient pas comment faire, comme chaque fois que j'ai posé un acte. Mais après, ils étaient tous. J'ai eu même le bonheur d'avoir deux télévisions assez différentes. Il y avait CNN, qui est l'emblème puissante d'Amérique, et Al Jazeera, qui était la télévision naissante d'une nouvelle expression orientale. Voilà. Donc, à l'intérieur, il y avait tout le monde. Alors, quelques jours après, c'était fini. Il y avait tout. Mais, malgré tout, et j'en ai sorti un livre à la rencontre des Français, aux éditions de Cherche Midi, les Français, ils pressentaient déjà tout ça. Oui, bien sûr, tout ça est en germe. Mais ils le voyaient. Mais c'est devenu quelque chose qui est extrêmement, d'ailleurs, il y a pas si longtemps que ça, personne ne parlait d'identité. Maintenant, vous constaterez que dans les médias, tout le monde parle d'identité. Alors, justement, ça me permet de rebondir sur un message peut-être d'espoir. Certains analystes disent que nous vivons actuellement avec l'Union européenne telle qu'elle est conçue, et ça avait d'ailleurs été décrit par des dissidents soviétiques, que l'Europe telle qu'elle était leur rappelait l'Union soviétique. Est-ce que vous ne pensez pas que ce système, parce qu'il est, il est inhumain, il aboutit à tout ce que vous avez décrit, cette Union soviétique bis, va s'écrouler sur elle-même du fait de ces contradictions. Alors, ça c'est, dans le fond, la version, si j'ose dire, la plus encourageante. Oui, mais ça voudrait dire que, d'abord, ça peut s'effondrer. Deuxièmement, que c'est circoncis
au niveau de la seule Europe. Mais je pense que les États-Unis sont aussi malades que nous aujourd'hui. Ils ont été tenus depuis la guerre de sécession, reliés par un patriotisme exceptionnel. Le patriotisme américain, c'était quelque chose. Mais maintenant, avec l'élection qui arrive avec les 2 octogénaires, ils vont se faire très mal, je crois, parce qu'ils ont perdu eux-mêmes le sens. Là aussi, le système a pris le dessus sur ce qui fut pour nous, peut-être avant eux, parce que nous avons existé un peu avant. Et c'est vrai que malgré tout, la Rome antique est un peu antérieure au Massachusetts, ou que la Grèce l'est au Michigan, de la vieille Espagne, ou de la France éternelle. Voilà. Bon. Donc, eux aussi sont saisis. Mais les Chinois n'ont pas de triomphalisme non plus à avoir, parce que ils pourraient bien se retrouver avec leur parti communiste lié au grand capital, comme aurait dit Georges Marchais, le tout encouragé par des formidables, comment je devrais dire, par de formidables tournois de transmission, se retrouver un jour implosé aussi. Voilà. On est dans un... Oui, c'est le monde qui est... oui, oui. On est dans une période de mutation et justement, tout est possible. Et la mondialisation heureuse qu'on nous promettait n'est pas au rendez-vous, semble-t-il, et entraîne des changements absolument, à mon avis. Enfin, on vit une époque charnière extrêmement intéressante sur le plan intellectuel, mais inquiétante sur le plan des conséquences que nous allons. Alors, donc ça c'était. Je voudrais passer maintenant à un autre volet sur lequel je voulais vous interroger, à savoir les débouchés politiques. Vous êtes vous-même, vous avez présenté une liste au nom de résistants aux élections européennes. Vous animez aussi donc ce parti. Vous envisagez certainement d'être présent aux prochaines élections présidentielles. Et on constate qu'il y a beaucoup de partis. Par exemple, je pense au mouvement de la ruralité, entre autres, qui va aussi faire une liste qui normalement pour défendre la ruralité. Et comme qui est sans doute l'héritier un peu, vous savez, de CPNT, chasse, pêche, nature, tradition, qui avait été utilisé un petit peu, voilà. Donc c'est un combat qui est difficile que vous menez. Quels sont pour vous les angles d'attaque, les angles d'action, les modes d'action que vous allez privilégier pour essayer d'émerger dans quand même ce fouillis politique, puisque finalement on a quand même une multitude d'offres et on a de la peine à y voir clair. Hein, voilà. Donc si je voulais vous interviewer aussi sur ce plan. Mon cher Alain, je fiche rien. Parce qu'il faut, c'est pas le tout d'être franc à l'égard des autres, si on ne l'est pas en se regardant soi-même. Voilà. Donc, je n'en sais rien. D'abord, je ne suis pas sûr du tout de pouvoir constituer une liste. Non pas qu'il manque les effectifs. On les a largement. Mais c'est des pépettes. Oui, les pépettes, oui. D'euros pour participer à une élection. Et quand j'allais à l'école, qui avait encore des cours d'instruction civique ou même de morale, j'apprenais que la France avait écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui mettait tout le monde sur un plan d'égalité, qui faisait obligation de défendre une idée
et de lui donner les moyens, si elle était portée par quelques hommes, par un groupe, par voilà, d'avoir autant de chance que notre groupe qui portait d'autres idées. Donc, 2 millions d'euros pour M. Macron et ses 200 et quelques, 300 députés, même s'il en manque quelques-uns, c'est pas un problème. 4 millions par député, 40 000 euros. Pardon, 40 000 euros. Oui. Et puis, toutes les primes qui vont après, sans compter le 1,75 €, je crois, par mois obtenu. Bon, le Rassemblement national, qui était minuscule ici, mais jusque-là, est arrivé lui aussi à constituer une force solide. La NUPES, si elle restait unie, aurait les moyens, mais là, ça va être comme une histoire des vers dans le jardin, et ils vont être un petit morceau, donc qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, qui sait encore, bon, je crois qu'il y aura une petite représentation des républicains, donc ceux qui ont suffisamment les moyens de faire une liste à 2 millions. Moi, j'ai pas ça. J'ai 88 000 euros par an parce que j'ai réussi à avoir suffisamment de candidats qui fassent 1% pour avoir le droit. Alors ça, c'est la première des choses. Je ne suis pas sûr de faire cette liste. Si je la fais, je vais faire ce que j'ai fait, je pense, de mieux dans ma vie. C'est de partir à la rencontre des autres. Mais pas pour voir, comme je le faisais autrefois, essayer de comprendre la vie pour les 10 ans ou 20 ans à venir, c'est pour la voir d'ici au début du mois de juin. Parce que ce que j'ai entendu, par exemple, sur ces rassemblements agricoles, c'est surtout la surprise d'un grand nombre de participants découvrant qu'il allait y avoir prochainement des élections pour l'Europe. Mais oui, il n'était pas au courant qu'il allait y avoir des élections. Et j'en ai vu même certains, et vous savez combien certaines dames au tempérament bien trempé, c'est le coup de dire, on devait agir en disant, mais de sorte dans ces élections. Mais qu'est-ce qu'on a besoin d'aller nous emmerder maintenant? Mais comment, qui c'est qui va voter? Et comment on va voter? Je lui disais, mais tu as déjà voté, enfin tu t'en es pas rendu compte parce qu'il y avait à chaque fois au moins la moitié des Français qui ne votaient pas. Donc peut-être que tu ne t'es pas rendu compte ou alors tu as oublié. Mais ça fait déjà 40 ans qu'elles existent ces élections. Ah bon? On vote? Et à quoi ils servent? Bon, enfin voilà. Donc, et puis, il m'a semblé que dans les réponses ou dans les réflexions qui se faisaient, il y avait beaucoup plus de réflexions qui auraient été taxées par un politologue moyen ou un journaliste tout à fait zélé de Front National. C'est-à-dire tous pareils, tous de la merde. Il me semble que je vais y mettre Marine, voilà. Voilà, en gros. Mais ça ne voulait pas dire qu'ils étaient d'extrême droite non plus. Ça veut dire pour eux que leur parti socialiste et leur parti républicain, pour lequel ils ont voté avec acharnement pendant longtemps, ont disparu. Enfin, une fois que je me rendrai compte, je commence à Lille mardi matin. Et je vais faire le nord de la côte, Lille, Roubaix, Tourcoing, pas pour réveiller l'emblématique manufacture du catalogue du Vernon, ni pour faire un Paris-Roubaix, mais tout simplement pour voir ce que la semaine d'après, je ferai la Bretagne. La semaine d'après, je fais un congrès de mon parti à Paris pour voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue à essayer de faire une liste
nous-mêmes et avec quel argent. Parce qu'il y a des gens qui pourraient me prêter ou me donner. Il y a par exemple Charles Gave. Nous sommes suffisamment copains pour que je l'évoque. Bon, il pourrait, mais lui aussi, qu'est-ce que ça va lui apporter? S'il participait sur la liste, parce que si on participe à la liste, on peut payer tous les frais de la liste. Oui. Par exemple, toi, si tu veux être candidat, et si tu n'as qu'un million, même un million, tu m'intéresses beaucoup. Je te mets troisième de la liste, parce qu'on sera élu. Moi premier, ensuite il faut une nana, et toi tu seras troisième. Si tu as un million, même, bon, je ne suis pas de 500 000, c'est bien. Voilà. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Ou alors, est-ce qu'on peut se rallier, et tu veux parler de la France, de la liste rurale. Alors, la liste rurale, oui, elle est en train de secouer un peu la queue. Tu sais, comme les chiens, quand ils s'en vont, en donnant l'impression qu'ils vont revenir. Mais ils secouent simplement la queue. Parce qu'ils ne sont plus une réalité comme l'était chasse, pêche, nature et tradition de Jean Saint-Jean. C'est-à-dire, là, il y avait de vrais chasseurs, en chair et en os. Tandis que dans le projet de notre ami dont le nom m'échappe, là, le président des présidents de fédération départementale de chasseurs, il n'y a que de la com. Avec d'ailleurs le Schraen. Je crois, Didier, enfin son prénom, je l'ai oublié, c'est Schraen. Oui, voilà, c'est lui. Voilà. Il m'en a parlé, mais en même temps, ça l'ennuie un peu que j'ai eu fait de la politique. Il m'a dit, toi tu es très bien, mais il m'aurait fallu une femme. Je lui ai dit, excuse-moi, je ne suis pas une femme. Et il me dit, quelqu'un qui n'a jamais fait de politique. J'ai dit, écoute, dans le showbiz, tu as tout ce qu'il faut. Il me dit, non, mais justement, là, de ce côté-là, j'ai pas mal de cristaux qui passent souvent à la télé. J'ai aussi un grand rugbyman, Louis Picamol, etc. Mais ceux-là, ils sont déjà rentrés chez eux, ces gens-là. Parce qu'ils pensaient rentrer dans une campagne qui ressemblait à une fête. Donc, c'était du temps de Saint-Josse et de CPMD, tandis que là, il rentrait dans un champ d'enregistrement, de photos, de déclarations à faire, par les mêmes, dans lesquelles ils ne se retrouvaient pas du tout. Ils ne retrouvaient pas non plus ni leur sanglier, ni leur fusil. Alors, oui, vous voyez, votre réflexion est intéressante parce qu'en fait, dans cette liste, il refuse des gens qui ont fait de la politique et qui ont une expérience comme vous, une très grosse expérience de la vie politique depuis le municipal, plus évidemment cantonale. La municipale a 21 ans. Oui, je sais. À l'époque où c'était une élection à Charnay, à 24 ans, vice-président du Conseil général à 26 ans. Dans le même temps, j'avais créé mon entreprise parce que mon frère Julien avait repris l'exploitation familiale que j'avais tenue quelque temps auparavant. Et je m'étais proclamé ingénieur conseil, alors que je n'étais ni ingénieur ni conseil. Ça ne m'avait pas empêché de ramener Israël dans le Lot-et-Garonne, ce qui montrait que je n'ai pas été non plus totalement mauvais. Mais je connais justement, et c'est utile d'avoir quelqu'un qui, comme vous, connaît les arcanes du système, etc. Parce que c'est maintenant une mode, je trouve, de mettre des gens, comme on dit, de la société civile qui ne connaissent pas tout ça, aussi bien intentionnés et tout ça soit-il, ils sont souvent donc très peu performants une fois élus. Et d'ailleurs, une réflexion que j'ai entendue récemment, vous savez, l'histoire du non-cumul des mandats fait que maintenant, on a des députés ou autres qui n'ont strictement aucun ancrage local
et ça a accentué le hiatus qu'il y a entre la France périphérique, hein, comme dit Guy Lui, et les élites qui sont en haut, et justement le courant ne passe pas. Quand on avait des députés maires, ils savaient de quoi ils parlaient. Vous voyez, c'était quelque chose de très utile pour le fonctionnement de nos institutions, me semble-t-il. Voilà, donc, et justement, votre expérience, même si on est bon, donc pas forcément d'accord avec tout ce que vous dites, mais il est utile de savoir comment fonctionne la machine, vous voyez, et avoir eu les mains dans le cambouis, et avoir les mains dans le cambouis, c'est utile d'avoir, si j'ose dire, un mécano qui connaissent toute la mécanique électorale pour arriver à s'en sortir. Hein. Alors, mon très cher euh, ami, je pense que le plus simple pour te répondre, ça va être de dire qu'est-ce que je ferais moi Oui, voilà. s'il y avait un miracle républicain. D'abord, je réponds à Et est-ce que je dois te couper? Tu m'as dit que Lourdios, l'Icher, c'était un peu comme Lourdes. Donc, il peut y avoir un miracle républicain. oui, mais Marc, à Lourdes, il n'y a pas non plus tous les jours des miracles. Mais en fait, bon, mais s'il y en avait tous les jours, ce ne serait pas des miracles. Et s'il y en avait en France par jour, ce ne serait pas non plus. Alors, d'abord, là, tu as parlé de Stéphane Gulli, non, de Christophe Gulli et la France républicaine. La France périphérique. Écoute, je l'ai regardé ce matin chez Sonia Mabrouk, de Célieu, je crois. Sonia Mabrouk, qui m'a interrogé assez longuement du temps Ah oui. qui était encore acceptable sur les télévisions, avant que M. Bolloré ne me chasse définitivement de l'espace qui lui avait été imparti, c'est-à-dire tout le centre droit et la droite et le Rassemblement national. Donc, c'est-à-dire 25% en gros de la tranche. Donc, je voyais Sonia interroger Christophe, et j'ai trouvé même Christophe qui a quand même eu de la prestance. C'était quand même, moi je m'y retrouvais totalement dans ce qu'il disait. Mais j'ai trouvé très fatigué. Ah oui. Et j'ai trouvé Sonia désabusée. Et lorsque l'émission s'est achevée, elle était triste, parce qu'elle venait de vivre un peu comme un dernier moment de bonheur avant de devoir entreprendre avec lassitude une journée où elle allait retrouver les mêmes expressions, les mêmes gens. Bon, ça c'est pour te dire que même ceux qui ont imaginé 20 ans auparavant, qui ont décrit ce qui se passait, sont fatigués aujourd'hui d'avoir eu raison. L'autre chose dont tu veux parler, c'était le député maire ou le sénateur maire. Alors ça a été... Mais moi, j'ai voté contre, mais j'ai essayé de faire entendre de toutes les forces, mais en vain. Parce que c'était la seule manière de relier du bout de la chaîne à l'autre, d'un bout de la chaîne à l'autre, la réalité. La réalité du terrain, les coups de pied au cul que va prendre le maire, ou les morsures du chien, quand ce n'est pas de la voisine, en milieu rural, et puis la fureur de la Chambre des députés dans leur débat. Mais dans toute équipe qui se met en route, j'ai bien connu ça, il y a un leader. Alors pourquoi est-il leader? Ça, la question remonte à la nuit La nuit des temps, l'alchimie, une alchimie humaine. De Platon et de tous les autres. C'est une alchimie avant de devenir leader. C'est pas pourquoi, mais de ce coup, il l'est. Bien, mais il a toujours un second. Mais là, avec cette loi, il y a quelque chose, un effet beaucoup plus pernicieux encore, qu'on n'a pas analysé.
c'est qu'on a créé une guerre à mort entre ces deux leaders, le véritable leader et son second. Le leader est monté à Paris. Le second s'est trouvé en charge de faire tourner l'équipe que le leader avait montée et que lui avait aidé à monter, et qu'il n'avait pas monté. Oui. Vite devenu totalement inaudible l'un pour l'autre. L'un ne comprenant pas le vote de son leader à Paris, l'autre ne comprenant pas la mise en application et finalement le rendement à la ville ou à la commune de son second. Ça, c'est quelque chose de terrible, ça. C'est terrible. C'est une petite bombe à fragmentation humaine. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, je pourrais dire bien d'autres, mais ça ne servirait à rien. Elle est suffisante. Bon, dans ce monde, il est devenu tellement humain. Or, à mes yeux, l'humanité si belle n'est qu'une tragédie. Elle n'est qu'une tragédie, elle ne fut que ça d'ailleurs. Ce n'est qu'une suite interminable, infinie de guerres civiles, de révolutions, de viols, de vols, etc. Bien. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes et nous sommes issus du règne animal et du plus puissant, comment je devrais dire, du règne animal, c'est-à-dire des forts. Nous sommes le lion ou le tigre et du je te mange parce que je suis plus fort que toi. Bien. Alors, parallèlement à ça, et heureusement, ce qu'on appelle comme ça une civilisation. Une civilisation est montée lentement mais sûrement après tant de guerres perdues ou gagnées, après tant de projets, après tant de découvertes, de déconvenues, de ceci, de cela, mais tant d'écrits aussi, tant de réflexions, tant de traités, tant d'expériences recueillies et transmises, ce que nous ne savons plus faire aujourd'hui. La transmission est l'art le plus difficile, et dans l'agriculture, c'est plus vrai qu'ailleurs. Bien sûr. On était monté à cette situation. Et là, il faut reconnaître que notre pays, notre grand et beau pays, donc, que nous aimons passionnément tous les deux, je le sais, et nous ne sommes pas les seuls, ceux qui nous écoutent aussi, au fond, a été évidemment utile, notamment dans les 2 ou 3 derniers siècles. C'est notre pays qui a interpellé le monde en lui disant « Ici, le peuple est souverain ». Il n'y en avait pas un qui avait osé le dire. Il fallait bien qu'il y ait un souverain. Autrefois, c'était le roi. À partir du moment où on a supprimé le roi, il fallait bien un souverain. Et justement, le problème, c'est que notre pays a désigné le peuple comme souverain. Et à l'heure actuelle, on a dessaisi, notamment au niveau de l'Europe, on a dessaisi le peuple de sa souveraineté, puisque le peuple français n'a plus son mot à dire dans l'Europe, dans le cadre de l'Europe telle qu'elle est devenue. Alors, peut-être il faut que tu me laisses aller jusqu'au bout du raisonnement. Je te demande à peine un peu de patience. Oui. D'accord, pardon. Quelques jours de guillotine plus tard, notre pays a écrit la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen. Deuxième coup de tonnerre dans l'humanité. Et enfin, au début, tout à fait, du siècle 1900, un problème qui avait fait couler tant et tant de sang auparavant était traité par ce qu'on appelait les lois de la laïcité. C'est-à-dire, ça paraît rien, mais on convenait qu'on pouvait cohabiter, croyant au ciel ou n'y croyant pas du tout, mettant l'État à l'abri comment je devrais dire, des croyances, et les croyances à l'abri de l'État. Bon, donc ça a fait de nous
un pays à dimension universaliste, qui avait tant fait pour monter la civilisation. Or, alors que tout se dégageait, le terrible système de l'Est avait implosé sur lui-même sans qu'il y eut les millions de morts que l'on pensait. Il avait implosé. Il ne restait plus que les autres, et les autres c'était nous, c'est-à-dire le modèle démocratique où l'on votait. Et Dieu sait si l'on votait, tu t'en souviens comme je m'en souviens. Et avec quelle passion, les uns à gauche, les autres à droite, les uns pour Mitterrand, les autres pour Giscard, beaucoup pour le général, qui avait enfin donné à ce pays la constitution qu'il lui fallait, Oui. après avoir étudié toutes les autres, y compris les diverses monarchies, qui lui avait donné des respirations partout. Eh bien, soudainement, notre pays, comme les autres, a commencé à sortir du rang. Et le modèle démocratique à l'égal d'Athènes, peut-être, plus peut-être qu'Athènes, Athènes qui ne durera pas, et Athènes c'est une histoire d'une cinquantaine d'années, et encore, il y a des esclaves et les femmes n'étaient guère considérées. Mais ça a été un modèle, et ça a correspondu aussi aux 30 ou aux 40 glorieuses, où on s'est émancipé, où on a fait tout ce qu'on a voulu, Oui. on a beaucoup produit. En tout cas, pendant cette période, la France est devenue la numéro 1 parce que le général avait dit je multiplie par 10 le budget de la recherche, le numéro 1 des trains, des bateaux, doublant même ça. Oui, mais justement, des avions, et même on est rentré dans la course au ciel. Enfin, la course au ciel, oui. La course oui, avec les satellites. satellite. Voilà. Et puis, en voulant se prémunir, ce qui est très bien, et je suis tout à fait de cet avis qui ne le savait pas de toute guerre, on a dit on va faire l'Union européenne. Ce sur quoi d'ailleurs le général était partagé, parce qu'il préférait l'Europe des nations, parce qu'il croyait, il redoutait que chacun de ces grands pays, parce que nous sommes quand même des grands pays d'histoire, ne fut plus gouverné. Mais que très vite, on se renvoie, ce qui s'est passé, la faute. Non, c'est pas ma faute Paris, c'est la faute de Bruxelles. Non, c'est pas Bruxelles, c'est Paris qui... Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais justement... Dans le monde. Donc, pour terminer, je peux, si tu veux, te donner les grandes lignes de mon projet pour retaper la France et la mettre en état de fonctionnement. Parce que, compte tenu de ce que je t'ai dit, du caractère universaliste que nous avons pu avoir à certains moments, je te donne mon billet, qu'on n'a rien perdu, et que, à l'image de notre histoire, où nous sommes descendus parfois si bas, nous avons quand même été pratiquement au stade de l'extinction. Qu'est-ce qui reste de la France en 1940, lorsque la plus grande armée du monde se fait fracasser en 15 jours? Pas grand-chose. Qu'est-ce qui reste de la France en 1870, quand le pauvre Napoléon finit à Sedan, et quel voilà. Bon, je ne veux pas être trop long, je vois que tu veux compter. Oui. Non, mais il va falloir, il faut qu'on approche de la fin de cet entretien qui est passionnant. C'est parce qu'on aborde des problèmes qui pourraient nous amener sur des heures de débat. Donc, simplement, effectivement, voilà, tu as déjà tracé quelques lignes de ton programme, de retrouver donc une autre souveraineté, comme celle du général de Gaulle, qui, vis-à-vis de l'Europe, pratiquait quelque chose, à mon avis, de très efficace, la politique de la chaise vide. Hein, c'est-à-dire que la France, de par sa position, par sa puissance, est en mesure d'imposer à l'Europe ses vues, pour peu qu'on ait des hommes politiques courageux à sa tête. Voilà, donc c'est un petit peu... Je ne dirais pas, pardon, d'imposer. Parce que ce qui est imposé ne dure pas. Oui, non. Oui. Mais en tout cas, créer, non,
Je crée un mouvement. créer une épreuve de, parce que tout est une question. Dans, Le véritable pouvoir aux urnes, qui sont totalement désertifiées. Et la meilleure manière de leur donner un pouvoir, c'est de leur donner une utilité. Dans oui. toutes les élections, j'en ai fait 27, j'en ai gagné 25, et 27, j'en ai gagné 25, et j'en ai perdu 2, les 2 présidentielles. Mais jusqu'à la dernière législative que j'ai faite, dans un pays pourtant assez quand même caractère, avec les Basques et les Vernais, moitié Basque, moitié Vernais, j'avais plus de 80% de participation de vote. Encore en 2017. Mais ce n'était pas... voilà. Qu'est-ce qui les faisait voter? La moitié votait pour me garder et l'autre moitié votait pour me remplacer. Mais c'est ça le challenge de la Mais politique. ils étaient motivés. Ils étaient Parce motivés. qu'il y avait une forte personnalité qui ne laissait pas indifférent. Maintenant, on a plutôt des petits hommes gris, hein, donc qui n'ont pas de charisme. Hein. Voilà. Bon, et je pense on va conclure cet entretien. Donc, malgré tout, Une deuxième édition, oui, dans quelques jours, je te dirai qu'est-ce que je ferai. Parce que sinon, tes amis qui vont nous regarder sont en morale de se dire, bon, parce que il faut tout en l'air, en même temps, il paraît avoir le moral, mais qu'est-ce qu'il ferait s'il y était? S'il y avait le oui. fameux miracle républicain. Donc, si tu veux, je te répondrai à ces questions. Bon, d'accord. On a posé l'état des lieux. On est en train de déborder un petit peu sur ce qui était prévu. Mais je m'en doutais parce que avec toi c'est le cas parce que tu as beaucoup de choses à dire, fort intéressantes. Même si je ne partage pas 100% de ce que tu dis, malgré tout, il y a quand même une grande sagesse générale, hein, donc et c'est ça qu'il faut retenir. Alors, écoute, nous allons clore cet entretien. Un grand merci et je pense que peut-être quelques mots d'espoir, hein, parce que je pense qu'à vu l'époque que nous vivons, nous avons besoin de mots positifs et qu'est-ce que tu pourrais dire à l'attention de nos spectateurs sur ces germes d'espoir qu'il y a dans notre pays? C'est que nous allons reprendre le chemin de la civilisation, que nous avons la chance d'être un très grand pays, que malheureusement nous n'avons pas été à la hauteur, notre génération, mais il y a eu beaucoup de changements aussi. Et que maintenant, comme toujours, c'est les jeunes qui vont reprendre, à condition que nous ayons suffisamment de force et de courage pour leur léguer un minimum de savoir s'adapter, de savoir-faire. Ils apprendront avec les nouvelles, tout ce qui est nouveau, l'Internet, l'intelligence artificielle. Mais il faut leur apprendre de nouveau à avoir confiance en eux, à simplifier à leurs yeux les modes de fonctionnement et à ne pas les effrayer à l'avance en leur disant tout ce que je ne sers à rien, d'ailleurs tu n'en fous rien. Non, je pense que nous avons tous dû faire nos classes. Ils les font. Et c'est eux qui vont nous sortir de là. Ok, ben écoute, merci. Vive la France. Merci. Voilà, vive la France. Et alors, merci de cet entretien, cher Jean Lassalle. Donc, on en fera un autre peut-être dès que voilà, dès que ce sera possible pour développer Voilà. un peu plus ton programme. Voilà. Bonne journée. Bon, c'est pas un programme d'ailleurs, c'est un Oui, projet. oui, voilà. Parce qu'un programme, c'est juste, tu sais, tu refais les peintures et tu changes les décès. Tandis qu'un projet, tu retapes entièrement la maison. Voilà. Ok. Oui, Pour que oui, les exact. générations puissent vivre et s'y retrouver avec bonheur. Un projet, c'est sûr que justement tracer un cap, hein, Et bien entendu. un nouveau, Voilà. un nouveau futur, enfin. Bonne journée, cher Jean Lassalle.